Il y a 33 000 ans, dans les forêts, les plaines et les collines d'Europe, des changements commencèrent à apparaître chez les premiers humains qui avaient émigré vers le nord. La culture et la technologie parmi les tribus et les communautés simples qui couvraient la région avaient commencé à progresser, et les artefacts découverts à travers le continent montrent que ce développement était rapide. Certaines parties de l'Europe avaient commencé à passer de la culture aurignacienne à ce qui est devenu connu sous le nom de culture gravettienne. La première était caractérisée par le développement de sculptures en tant qu'art, ainsi que par des outils très élaborés fabriqués à partir d'os ou de bois de cervidés. Et les superbes peintures rupestres, symboles de l'âge de pierre, comme celle de la grotte Chauvet en France. Cependant, les évolutions vers le gravettien ont montré que toutes ces technologies et concepts devenaient seulement plus avancés. Ici, des figurines de Vénus emblématiques et des sculptures complexes ont commencé à apparaître de façon plus marquée que celles observées auparavant dans la culture européenne. Parallèlement aux avancées artistiques, de nouveaux progrès technologiques sont apparus, offrant aux Européens de nouvelles façons de manipuler leur environnement et de façonner le monde à leur avantage. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger nous-mêmes dans le gravettien, examiner comment ces peuples vivaient et quelles technologies ils utilisaient ainsi que jeter un œil aux différentes formes d'art qu'ils ont développées, pour s'exprimer sur les plaines froides et dans les forêts sombres de l'Europe. Avant d'examiner les innovations et les créations qui distinguaient ces peuples de leurs prédécesseurs, voyons d'abord qui menait exactement cette avancée culturelle ici. En plus des sites archéologiques fructueux qui ont offert aux chercheurs des statuettes de Vénus et de nouveaux types d'outils anciens, des squelettes ont été découverts. Les membres de la culture gravettienne étaient remarquablement grands et élancés, mesurant entre 1,78 mètres et 1,88 mètres, ce qui est effectivement exceptionnellement grand, de manière générale, pour des humains historiques, surtout anciens. Le poids moyen de ces personnes a été estimé entre 67 et 73 kg, soit entre 148 et 161 livres, ce qui montre qu'elles étaient également assez minces. Ces squelettes montrent que ces personnes, de leur vivant, avaient également un haut degré de musculature, grâce à leur mode de vie physiquement actif. Des études menées en 2023 ont montré que les personnes de la culture gravettienne étaient réparties en deux groupes distincts, les Fornols et les Vestanis. Les premiers étaient à l'ouest de l'Europe, en France et en Espagne, tandis que les seconds occupaient une zone bien plus vaste. De l'Italie et de la Pologne à l'ouest jusqu'à la Slovaquie et certaines régions de la Russie à l'est. Bien que leur génétique diffère, elles se mélangent davantage chez ceux vivant aux frontières, prouvant que des personnes de divers endroits se mélangeaient et se reproduisaient en. On pense que les Fornols de l'Ouest étaient les ancêtres des Cro-Magnons européens qui ont prospéré en Europe après l'âge de glace. Parmi les meilleurs sites archéologiques ayant permis aux scientifiques d'étudier de près les vestiges gravettiens. Ce peuple se trouve à Songir, dans ce qui est aujourd'hui l'ouest de la Russie. Les gens ici faisaient partie des premiers à arriver en Europe, et leurs tombes sont souvent très bien conservées. Un individu de ce type, connu sous le nom d'homme de Sungir, un homme âgé de 35 à 45 ans, est si bien conservé que les scientifiques ont pu reconstituer son visage, nous offrant un aperçu presque troublant du passé lointain. Il était orné de bijoux lorsqu'il a été enterré et son corps était peint à l'ocre. On pense qu'il est décédé à la suite d'un accident soudain, apparemment causé par une blessure au cou, et qu'il a bénéficié d'un traitement particulier lors de ses funérailles. Il était peut-être un individu très respecté, ou un homme de haut rang au sein de la tribu dans laquelle il vivait. Les Européens de la culture gravettienne étaient des chasseurs-cueilleurs et allèrent le rester encore un certain temps jusqu'à l'apparition des établissements permanents et des sociétés agricoles. Ils étaient des nomades des plaines et forêts, installant des résidences temporaires démontables, déplacées selon les troupeaux d'animaux sauvages et les saisons. Ils privilégiaient une alimentation riche en graisse, sans doute pour obtenir l'énergie requise à leur vie active. Tout au long de l'année, ceux qui vivaient dans des climats plus froids semblaient accorder une importance nettement plus grande à la viande grasse que ceux qui vivaient dans le sud de l'Europe ou dans les terres basses plus chaudes. Cette tendance à se déplacer
et ce qui les distinguait des Néandertaliens, qui avaient disparu environ 7000 ans avant l'apparition du Gravettien. Les Néandertaliens ne parcouraient généralement pas de grandes distances au cours de l'année, ce qui donnait un avantage au groupe nomade d'Homo sapiens. Les régimes alimentaires spécifiques avaient tendance à varier en fonction de l'endroit où les groupes gravétiens étaient installés. Dans les régions côtières, les fruits de mer étaient souvent consommés, les cueilleurs traversant les rivages rocheux pour ramasser des coquillages, tandis que les chasseurs harponnaient des phoques et des poissons dans les bassins d'eau salée et sur les plages. Les Gravettiens au Royaume-Uni, surtout sur la côte galloise, privilégiaient la nourriture marine, tandis qu'à l'intérieur, ils chassaient de gros animaux. À l'époque gravettienne, les peuples travaillaient en équipe pour abattre de grands mammifères à sabots, comme le renne, qui migrait de façon saisonnière à travers le continent. Les preuves montrent que ces personnes étaient organisées et assez avancées pour chasser des animaux. Aussi grands que les mammouths, ils comptaient improbablement sur des lances effilées et cannelées pour percer l'épaisse peau de la bête. Les mammouths auraient été extrêmement abondants. Les carrières pour les bandes de chasseurs et les tribus gravettiens pouvaient subvenir à leurs besoins pendant de longues périodes avec une seule prise. Les peaux, les fourrures, les os et la viande étaient tous utilisés à différentes fins autour des camps temporaires qu'ils installaient. Les défenses et les côtes servaient de base pour les huttes, tandis que les peaux étaient drapées par-dessus pour offrir un abri contre la neige et le vent. La viande de mammouth aurait été riche en graisse. Cela fournissait aux chasseurs gravettiens l'énergie dont ils avaient besoin pour être constamment en mouvement, tandis que les fourrures pouvaient servir de vêtements. Forte isolation dans un monde autrefois plus froid que le nôtre. Les artefacts les plus étroitement associés à l'Europe gravettienne sont, sans aucun doute, les célèbres statuettes de Vénus. Plus de 200 Vénus individuelles ont été extraites de sites archéologiques à travers l'Europe, certaines s'étendant jusqu'en Asie, et toutes suivent un schéma de conception similaire. Elles représentent toutes des corps féminins humains aux proportions exagérées, fabriqués en calcaire, en argile, en ivoire ou en os. Les figurines ont des hanches très larges avec des ventres, des seins ou des organes reproducteurs exagérés et, fait intéressant, presque toutes manquement de bras, de mains et de pieds. Les têtes de ces figurines sont souvent abstraites, avec peu ou pas de traits du visage, et parfois ornées de bijoux ou de perles finement sculptées. La plus petite de ces figurines mesure seulement 3 cm, soit 12 pouces de haut, tandis que la plus grande découverte faisait 40 cm, soit 157 pouces de hauteur. Elles sont largement considérées comme des formes d'art, mais que représentent-elles, étant donné les caractéristiques corporelles exagérées qui sont associées à la reproduction et à l'accouchement ? On pense que les figurines de Vénus pouvaient être des porte-bonheur de fertilité ou des offrandes à une déesse de la fertilité primitive. Elles ont peut-être joué un rôle dans des rituels de fertilité ou ont simplement été présentes dans les communautés pour apporter chance et santé aux femmes et à leurs nouveau-nés. Une autre théorie affirme qu'elles auraient pu être essentiellement des autoportraits réalisés par des artistes féminines au sein des tribus. Mais la signification culturelle exacte a peut-être malheureusement été perdue dans les annales du temps profond. Étant donné que ces peuples ne disposaient d'aucun système d'écriture pour exprimer leurs croyances et leurs pratiques, il est important de noter que ces figurines n'ont aucun lien avec la déesse romaine Vénus. Elles sont plus anciennes de plusieurs milliers d'années. La plus célèbre figurine vénusienne gravettienne est la Vénus de Willendorf, un artefact découvert sur un site paléolithique près du village de Willendorf, dans l'actuelle Autriche. Elle a été découverte lors de fouilles dirigées par l'archéologue austro-hongrois Joseph Szombathy et ses associés en août 1908. Et on pense qu'elle a été sculptée il y a environ 30 000 ans, elle est ornée de perles ou de tresses sculptées sur la tête. La figurine de Willendorf est une Vénus très typique en termes de structure et de taille, et elle est faite de calcaire oolithique. Fait intéressant, on ne trouve pas de telles roches près de Willendorf. La source la plus proche se trouve en fait de l'autre côté des Alpes, près du lac de Garde en Italie. Cependant, aucune figure similaire n'est connue de cet endroit. Au lieu de cela, la roche qui compose la Vénus pourrait provenir de l'actuelle Ukraine de l'Est, où des figures similaires sont connues. On ne sait pas si la Vénus a été sculptée d'abord puis déplacée en Autriche,
ou si la roche elle-même a été transportée en Autriche pour y être sculptée. Tout comme la culture aurignacienne qui l'a précédée, les gens du Gravettien étaient également connus pour leurs sculptures rupestres. Les plus impressionnantes d'entre elles proviennent des grottes d'Eizpitata, dans la région basque de ce qui est aujourd'hui l'Espagne. Ici, gravés dans les parois des cavernes, se trouvent de nombreux pétroglyphes de bisons anciens, une espèce qui était probablement chassée par les gens qui ont réalisé ces gravures. On retrouve ici des caractéristiques exagérées, comme des cornes allongées et des perspectives atypiques, signe du style gravettien. Ces personnes semblent également avoir été des peintres de grottes habiles, tandis que les formes d'animaux sont présentes sur les parois des grottes gravettiennes. Ces personnes semblent préférer s'exprimer en pochoirisant l'empreinte de leurs mains sur les parois rocheuses. Sur certains sites, comme la grotte Cosca dans la région de Marseille en France, ces empreintes de mains sont abondantes. Alors que la grotte se trouve aujourd'hui à 37 mètres sous l'eau après la fonte des glaces, l'âge et les glaciers ont provoqué la montée du niveau de la mer. Les peintures elles-mêmes ne sont pas submergées et ne sont accessibles que par un ascenseur dans le cadre d'une visite guidée. Certaines empreintes de mains sans doigts semblent intentionnelles, obtenues en repliant les doigts dans la paume. Les empreintes ont été faites en soufflant de l'ocre ou du charbon à travers un tube en os, et non à cause d'une perte de doigts chez les artistes. Avec la main posée sur la paroi, cela créait un contour sombre autour d'un pochoir vierge de mains humaines, vieilles de 30 000 ans. Ces œuvres ont peut-être été laissées pour se souvenir des ancêtres à travers les générations futures, elles ont pu avoir une signification religieuse ou simplement constituer un moyen de communication. Avec l'apparition de la culture gravettienne, de nombreuses de nouvelles formes d'artisanat et de technologie sont apparues pour aider les peuples de l'Europe ancienne à transformer et à s'adapter à leur environnement. Parmi les innovations les plus intéressantes des Gravettiens figure l'introduction des filets tissés en Europe, qui ont peut-être été utilisés le long des côtes et des lacs pour capturer des poissons et d'autres animaux marins afin de nourrir la tribu. Ils servaient aussi de dispositifs de stockage efficaces, faciles à fabriquer avec assez de matériaux. Plus important encore, cependant, les Gravettiens ont introduit les premières lampes à huile en Europe, des structures basiques en forme de bol faites de pierre sur lesquelles un combustible pouvait être brûlé pour produire de la chaleur ou de la lumière. Même pour une courte période, le feu aurait été extrêmement important durant l'ère glaciaire européenne exceptionnellement froide, fournissant de la lumière pendant les nuits sombres et dangereuses et permettant d'envoyer des signaux dans l'obscurité. Diverses armes et outils durs sont apparus à l'époque gravettienne. Les couteaux et bifaces ont évolué. Ils étaient conçus avec un dos émoussé et arrondi d'un côté pour offrir une meilleure prise en main et empêcher l'utilisateur de se couper en découpant de l'os ou de la viande. La courbure s'obtenait en lissant le bord arrière avec une autre pierre, détachant de petits éclats jusqu'à une meilleure prise. Des modifications ont aussi touché les pointes de flèches et de lances aux Gravettiens. Les premières pointes pédonculées apparaissent, avec des bases courtes et étroites qui pouvaient être utilisées pour fixer la pointe sur un manche ou un fût. Cela renforce l'attache à la hampe et rend plus difficile le délogement des flèches. Lorsqu'on chassait un animal rapide, une autre innovation de chasse, le boomerang, est apparue en Europe à cette époque. Ces projectiles en bois courbé étaient lancés sur des cibles pour les étourdir ou même les tuer si la cible était suffisamment petite et permettaient aux chasseurs de récupérer rapidement leurs armes après utilisation. Les boomerangs restent utilisés dans les communautés aborigènes d'Australie et d'Océanie, où ils symbolisent la culture autochtone. Certains sites gravettiens ont également révélé des preuves de tissage européen ancien, qui, bien que rudimentaires, servaient à fabriquer toutes sortes d'objets, comme des paniers, des nattes ou même des vêtements. Des fibres végétales étaient extraites et, utilisées avec une aiguille en os, permettaient de coudre 2 morceaux de peau ou de tissu ensemble, pour fabriquer des vêtements ajustés, des récipients souples et de l'isolation pour l'intérieur d'une hutte. Des analyses de pollen effectuées sur des sites d'Europe de l'Est le montrent. L'asclépiade ou l'ortie ont peut-être été utilisées pour le tissage au gravettien, mais des fibres pouvaient aussi être extraites de l'écorce d'aulne ou d'if. Les gravettiens ne fabriquèrent pas que des aiguilles en os. De longs os ou côtes de mammifères ongulés servaient aussi probablement à presser et lisser les peaux, avant d'être cousus ensemble ou posés sur une hutte.
Alors que certains os étaient utilisés pour la décoration, les dents et les griffes, les bois et les cubitus étaient tous utilisés à des fins différentes, fournissant aux Gravettiens de l'âge de glace une boîte à outils bien plus vaste pour installer leur campement. La culture gravettienne montre à quel point les peuples de la dernière ère glaciaire étaient innovants et avancés. Alors que la culture populaire a longtemps dépeint ces chasseurs-cueilleurs comme des gens violents, presque brutaux, incapables de pensées complexes ou d'émotions, toutes les œuvres d'art découvertes chez les Gravettiens racontent littéralement une toute autre histoire. C'étaient des gens spirituels et créatifs qui utilisaient des outils pour transformer le monde qui les entourait à leur avantage. Ils étaient assez robustes pour survivre aux basses températures de la fin du Pléistocène, mais aussi assez sensibles pour laisser leur empreinte sur le monde pour les générations futures. C'étaient des humains dans leur forme la plus brute et la plus créative, prêts à s'élancer vers l'aube de la civilisation et de l'agriculture avec l'avènement de l'Holocène.